montrer là? Je vous montre le diplôme que le docteur Solomides a reçu en Amérique. Donc il a été nommé membre patron de l'Académie des sciences de New York. Et pour vous, c'est quelque chose d'important, ce document? Qu'est-ce que ça atteste? Ça atteste qu'on ne donne pas un diplôme à un charlatan. À sa mort en 1979, le docteur Jean Solomides, médecin britannique d'origine chypriote, est bardé de titres scientifiques. Mais il n'a jamais fait les démarches pour obtenir le diplôme légal de médecin en France. Cet oubli lui vaut de nombreux procès et n'a sans doute pas favorisé sa prise au sérieux par les spécialistes du cancer. En 1948, il découvre l'action anticancéreuse d'un dérivé d'huile de ricin, c'est le Physiatron. 10 formules différentes de cette chimiothérapie douce sont commercialisées. La revue qu'il fonde publie les résultats de ses recherches, toujours controversées. On ira même jusqu'à porter l'affaire au théâtre. Avant même d'avoir terminé mes études, j'ai rencontré des amis à Paris. En allant chez eux, je vois un exemplaire de la revue Remède et je lis cette revue. Et après l'avoir lu, je me suis dit que si ce qui était dedans était exact, si la moitié de ce qui était dedans est exact, si le quart de ce qui est écrit là-dedans est juste, il me semble impossible pour un médecin qui veut soigner de l'ignorer. Alors j'ai été trouvé, docteur Solomides. J'ai quand même attendu d'avoir eu mon diplôme. Il y avait d'autres chats à fouetter au début. J'ai été le trouver, il m'a reçu très gentiment, on a parlé. Cette première entrevue m'avait semblé intéressante. Il avait écrit des livres, j'ai lu tout ce qu'il a écrit. Et puis j'ai continué mon enquête, j'ai essayé de trouver en Belgique des médecins qui les utilisaient et je me suis progressivement fait ma petite enquête. Et à la fin de cela, il me semblait avoir suffisamment d'arguments pour commencer. C'est votre potion magique, ça, monsieur Duchesne? Ouais. Il y a 8 ans. Oui, 8 ans. Ça vous fait du bien? Ah bon, moi, oui. Mais on ne parle pas des autres, hein. Mais pour moi, c'est magnifique. Si je ne le prends pas, ben, ça peut durer 3 semaines, hein, un mois. Alors là, je ne marche plus, donc je ne marche pas bien, mais je marche. Je suis incontinent, j'ai la tête qui tourne, j'ai des vomissements, j'ai tout ce que vous voulez. Depuis qu'on lui administre Solomides, il n'a plus eu de crise. De quoi? De sclérose en plaques. Donc il a la sclérose en plaques. Et depuis qu'il prend Solomides, il va de mieux en mieux. Il a été grabataire et il a récupéré pratiquement l'usage de ses yeux, de ses jambes, à part l'équilibre, que ça, il n'a pas récupéré. Mais ce produit, il Oui. est interdit en Belgique Oui. maintenant. Vous le prenez quand même avec des risques. Ah, quel risque? Des risques, on peut en avoir. C'est tout, je n'ai pas d'autres risques, moi. Je vous dis, vous savez quoi? Je suis à 22 000 ampoules, madame. Si c'était nocif, il y a longtemps qu'on ne parlerait plus de moi. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui évolue en dents de scie. Il y a des rémissions spontanées. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous permet d'attribuer au Physiatron les rémissions que vous avez constatées? Écoutez, je suis tout à fait d'accord que la sclérose en plaques évolue de façon très capricieuse. Seulement, bon, quelqu'un qui est par exemple dans son lit depuis 5 mois ou depuis 10 mois, l'essentiel de son temps, qui ne sait pas marcher depuis de longs mois, qui après quelques mois de traitement peut commencer à marcher, qui après des années marche encore mieux, qui après 5 ou 8 ans n'a eu aucune rechute et a un comportement apparent comme vous et moi. Si c'est ça une rémission spontanée de la sclérose en plaques, je trouve que les physiatrons sont des inducteurs de rémission spontanée tout à fait exceptionnels. Dans le cancer, ce n'est pas une panacée. On ne guérit pas tous les cancers, on n'améliore même pas tous les cancers, loin de là. Et j'ai personnellement eu plus d'échecs que de réussites, globalement, si je devais faire tous les cas que j'ai essayés. Je dois préciser que c'était surtout des cas très graves et désespérés. Ce qu'on peut attendre pour moi de ces remèdes, c'est assez souvent, au minimum, une amélioration au point de vue des douleurs, une amélioration de l'état général du patient, son poids, son appétit, sa forme physique générale. Plus que ça, on peut espérer, assez régulièrement quand même, une prolongation de sa survie quand il s'agit de cas graves, ou bien une rémission. Et cela
dans des conditions de vie acceptables. Ce n'a rien à voir avec un acharnement thérapeutique qui augmente la survie des gens, mais dans des conditions qui ne sont pas très humaines. J'ai été opéré au mois de février de l'année dernière. Et on m'a annoncé que j'avais un cancer, disons, 1 ou 2 semaines après l'opération. C'était sûr, ça. C'était sûr que vous aviez un ça cancer. c'était certain. Il y a eu une Il y a eu biopsie. une biopsie qui a été faite. Et bon, il y a eu un cancer, disons, un petit peu généralisé quand même. Et alors, on vous a opéré? Disons, quand ils ont découvert le cancer, bon, j'étais sur la table d'opération, c'est là qu'ils l'ont découvert. Et à ce moment-là, ils ont déclaré à mes parents que le cancer était inopérable. Et alors, c'est vous, madame, qui avez dû prendre la décision, puisque lui était sur le billard. Oui, on a dû prendre une décision importante. La source du cancer, bon, il voulait absolument faire l'ablation du foyer vraiment d'infection. Ça, il pouvait faire, mais il pouvait enlever aucune métastase. Il y avait énormément de métastases et une masse tumorale au péritoine, des métastases aux poumons et des ganglions, jusque dans la nuque. J'étais resté cloué au lit pendant pas mal de temps. De plus en plus mal, je ne savais plus sortir, rien du tout. Je ne savais plus rester debout, j'étais toujours courbé. J'avais très mal en plus. Je prenais de la morphine pour calmer, mais ça va un petit temps, mais après ça revient. J'ai commencé à avoir très peur lorsque j'ai eu la transfusion sanguine. Et à ce moment-là, bon, on a décidé que c'était fini pour la chimiothérapie, quoi. Vous étiez prêt à mourir ou... À mourir, non, mais à chercher autre chose. Et vous aviez une idée de ce que vous cherchiez? Vous y connaissiez quelque chose dans le cancer, dans les thérapies du cancer? Personnellement, non, je n'y connaissais pas grand-chose, mais enfin, j'avais déjà quand même entendu parler de certains traitements qui pouvaient aider beaucoup. Et bon, pour finir, on a quand même trouvé le traitement Solomides, qui m'a beaucoup aidé. Grâce à ça, au bout d'1 mois, Freddy a commencé à aller mieux. Le traitement a commencé à le rééquilibrer, il a pu remanger, il a pu revivre un tout petit peu plus naturellement en dehors de son lit. Il a fallu quand même attendre jusqu'en novembre pour dire que le traitement soit tout à fait efficace, où toute morphine a été supprimée, alors qu'il prenait quand même parfois jusqu'à 90 mg, si pas 120 de morphine par jour, tellement il avait mal. Et la douleur a complètement cessé. Bon, maintenant, le dernier test sanguin qui a été fait prouve quand même que le cancer est en régression. Il est au stade 2 actuellement, alors qu'il était en stade 4 ou 5 au démarrage. Vous suivez un traitement intensif maintenant encore? Oui, depuis le 17 juin de l'année dernière, je vais tous les jours chez le médecin, où je reçois 12 ampoules de physiatron qui sont mises dans un Baxter. Vous trouvez que les gens ont le droit de se soigner avec ce qui leur plaît? Oui, c'est une liberté, et une liberté importante. Et je crois que cette liberté-là, personne n'a le droit de l'enlever. C'est quand même le rôle des pouvoirs publics de protéger un peu contre les charlatans. Oui, mais un médecin n'est pas un charlatan. Et un médecin qui soigne avec ce genre de produit n'est certainement pas un charlatan. Parce qu'en principe, il sait très bien ce qu'il fait. Bonjour à tous. Dans les années 70, le docteur en recherche Jean Solomides avait réussi à mettre au point un remède assez efficace contre le cancer, les leucémies et la sclérose en plaques. Alors qu'il exerçait ses fonctions à l'Institut Pasteur, le docteur Jean Solomides va découvrir en 1947 les peroxydases, des sortes de catalyseurs d'oxydation synthétiques, qu'il appellera plus tard les physiatrons synthétiques. Tiré de l'huile de foie de morue, distiller et solubiliser ces substances apporterait de l'oxygène à la cellule cancéreuse et favoriserait leur destruction dans l'organisme. Solomides avait eu l'idée de développer ces physiatrons synthétiques en se basant sur les travaux du biochimiste allemand Otto Heinrich Warburg, qui estimait que les cellules cancéreuses pouvaient être assimilées à des microbes anaérobies, c'est-à-dire vivant sans oxygène.
Donc si on apportait l'oxygène nécessaire à l'organisme, il détruirait alors les cellules cancéreuses qui, elles, vivraient sans oxygène. Jean Solomides, lui, est né le 28 février 1911 dans l'île de Chypre. Il fera ses études en France parce que le pays avait acquis une certaine réputation dans le domaine de la médecine. Jean Solomides voulait devenir médecin, mais surtout chercheur en médecine. Après Montpellier, il va poursuivre ses études de médecine tout en préparant une licence de sciences à la Sorbonne. Finalement, il obtiendra en 1937 et 1938 les certificats de chimie biologique, de minéralogie et de physiologie générale, qui composeront sa licence, et il passera sa thèse de docteur en médecine à l'Université de Paris, le 24 novembre 1938. Donc il avait quand même acquis certaines connaissances dans le domaine de la recherche biologique. En 1943 et 1944, il obtiendra également les certificats de licence de chimie générale, de chimie physique et de botanique générale. Donc, comme vous le voyez, il avait assez de connaissances. Détaché par le CNRS à l'Institut Pasteur, il fera une découverte, n'imaginons pas un seul instant quelle sera les causes de ces problèmes par la suite. Car il faut savoir que le docteur Jean Solomides inventa un jour un médicament très efficace contre le cancer et qui était dépourvu de toute toxicité. C'est un médicament qui, bien entendu, sauvera de nombreuses vies, mais le corps médical, comme vous le savez, et j'en ai souvent parlé dans mes vidéos, c'est-à-dire l'ordre des médecins et celui de l'industrie pharmaceutique, refusons de reconnaître officiellement ce remède miracle. C'est au sein même de l'Institut Pasteur que le docteur Solomides va découvrir en 1947 les peroxydases synthétiques qu'il nommera plus tard les physatrons synthétiques. Ces substances auraient la propriété, du moins ont la propriété d'apporter un oxygène supplémentaire qui se fixe sélectivement sur les membranes des cellules cancéreuses et finit par les détruire. Solomides s'était basé sur la thèse du savant allemand Warburg, qui estimait que les cellules cancéreuses pouvaient être assimilées à des microbes anaérobies, c'est-à-dire vivant sans oxygène et non adaptés à lui. En 1949, le docteur Jean Solomides va recevoir une lettre de sa famille qui va l'informer que son père était atteint d'une énorme tumeur qui avait doublé de volume, qui avait doublé le volume de son foie. Son cas était désespéré. Solomides, qui aimait beaucoup son père, était plus qu'inquiet. Les peroxydases synthétiques qu'il venait de mettre au point n'avaient été testés que sur des animaux jusqu'alors. Mais il avait pu se rendre compte de leur efficacité. Il décidera, sans en parler à sa hiérarchie, à l'Institut Pasteur, de les envoyer à son père. Et là, le miracle va se produire. Les médecins qui s'occupaient de son père vont être stupéfaits d'apprendre que la tumeur avait fini par disparaître au bout de 3 semaines de traitement. Jean Solomides était content d'avoir sauvé son père. La nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre dans son entourage, parmi les chercheurs, et atteindra assez rapidement les sphères dirigeantes de l'Institut Pasteur, qui, comme je l'ai dit, n'avaient pas été informés du fait qu'il avait envoyé ses produits à son père. Le docteur Houblanc, secrétaire général de l'Institut Pasteur, informera logiquement Jean Solomides qu'il devra quitter la maison. En langage plus clair, il le vira. On lui annoncera son licenciement en juin 1950. Il comprendra qu'il ne trouvera plus de place comme chercheur officiel. Là, il est obligé d'installer son laboratoire dans la cave de sa villa de Sceaux. Et c'est là qu'il commencera à fabriquer ses médicaments, les peroxydases synthétiques. Le voisin qui hérite son cancer à l'estomac lui fera une telle publicité qu'il va attirer aussitôt tous les autres malades qui vont affluer vers lui. Des médecins qui vont avoir connaissance de ces peroxydases synthétiques vont les prescrire à leurs patients. Pour l'ordre des médecins, Jean Solomides est en fait rentré dans l'illégalité puisqu'il fabriquait des produits qui n'avaient pas eu l'autorisation de mise sur le marché. Puis je ne vois pas l'ordre des médecins de l'industrie pharmaceutique développer ce genre de produit qui mettrait un terme parce que c'est des produits qui pouvaient soigner beaucoup plus de maladies que le cancer. Une plainte contre lui sera déposée par l'ordre des médecins pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Et on ne conteste pas les résultats, mais il n'avait tout simplement pas le droit de sauver ces malades. Oui, c'est ça le problème. Le 31 janvier 1956, c'est à l'amphithéâtre de géologie de la Sorbonne qu'il donnera une conférence sur les peroxydases synthétiques. Les assistants seront manifestement assez convaincus, tant par son exposé que par les témoignages des nombreux malades guéris, qui sont venus affirmer les bienfaits de ces médicaments.
Mais lorsqu'il voudra faire une deuxième conférence, on lui dira que la conférence a été interdite par le ministère de l'Éducation nationale et de la Santé publique sur intervention de l'Ordre des médecins. C'est incroyable quand même. Hein. Le 10 octobre 1957 va s'ouvrir le premier procès contre Jean Solomides pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Hein. Il sera accusé d'avoir fabriqué et distribué des médicaments qui n'avaient pas obtenu le visa du ministère de la Santé publique. Hein. Et lorsque le président va demander à Solomides pourquoi il n'avait pas demandé les visas pour ses produits, Solomides va lui répondre « Mais nous les avons demandés et obtenus en 1949, en 1951 et en 1952. Tant que nous les avons pas sollicités pour le cancer, mais pour l'eczéma et la bronchite, cela avait été autorisé. Hein. » Viendront ensuite à la barre pour témoigner de l'efficacité des produits. Solomides, des témoins, des médecins utilisant ces produits, et on apprendra entre autres que ces produits étaient autorisés et remboursés par la sécurité sociale en Belgique, en Suisse et en Grèce. Il n'y a qu'en France où c'est interdit, hein, parce qu'en France, comme vous le savez maintenant, on a une mafia incroyable, la mafia des laboratoires, du moins de l'industrie pharmaceutique et de l'ordre des médecins, ils imposent leur dictat, hein, donc ils ne veulent pas que vous soyez soigné réellement, ils veulent gagner de l'argent sur votre misère. Le 28 mars 1979, quelques semaines avant le décès de Jean Solomides, le journal Le Matin publiait un appel à l'expérimentation des médicaments Solomides. Cet appel sera suivi des signatures de 157 médecins français et belges, 23 vétérinaires français et belges, 11 chirurgiens dentistes, 14 pharmaciens français et belges, 34 infirmiers et infirmières, 5 sages-femmes, 29 sénateurs, députés ou maires et 94 personnalités diverses. Avec toutes ces signatures, le gouvernement, c'est-à-dire l'État, a quand même refusé que ces produits Solomides soient expérimentés et mis sur le marché. Pour quelle raison? Vous le savez très bien, c'est pour protéger les intérêts de l'industrie pharmaceutique, hein, puisque beaucoup de les responsables de cette industrie et de l'ordre des médecins ont des amis dans la caste politique, donc voilà, c'est l'entraide entre les hommes politiques et d'ailleurs je dirais que même beaucoup de cette industrie pharmaceutique, les élites, arrosent assez régulièrement l'argent certains de nos maires, de nos hommes politiques. Hein. Vous savez, quand on invite un homme politique à une réception ou à un séminaire, et on lui dit qu'on va lui verser 100 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros pour qu'il vienne. Ça, c'est une manière de l'acheter indirectement. Hein. C'est pas, on ne paye pas sa venue, on achète son silence directement. Ça, c'est un peu comme les groupes, les grands groupes industriels. Hein. On invite des personnalités politiques hein, en les surpayant pour acheter leur complicité. Hein. C'est exactement ce qui se passe en France avec cette... Mais c'est même plus une complicité, c'est devenu une mafia maintenant. Les intérêts de l'industrie pharmaceutique et celui de l'ordre des médecins, c'est vraiment devenu une mafia. Là, à tous ces chercheurs, du moins ces savants et ces chercheurs qu'on censure à longueur d'année, hein, parce que là, je parle des recherches qui avaient été faites dans les années 30, 40, 50, 60, 70. Mais aujourd'hui, ça continue. Vous avez des chercheurs qui découvrent des remèdes, mais bon, comme nous sommes dans une société commerciale où l'industrie pharmaceutique impose son dictat, ces chercheurs ne peuvent pas valider leurs produits, nous les présenter, puisque déjà ils travaillent pour certains d'entre eux sont au service de certains laboratoires. Qui vont pas, s'ils disent aux responsables de ce laboratoire pharmaceutique qu'ils ont découvert une molécule qui pourrait guérir plusieurs maladies, le gars va se faire virer immédiatement de son laboratoire. Par contre, s'il travaille en secret dans un autre laboratoire qui n'est pas financé par un laboratoire pharmaceutique, là c'est carrément les pouvoirs publics qui vont lui tomber dessus. Hein. Le gouvernement va envoyer son GIGN pour mettre un terme aux travaux de ce chercheur. Exactement ce qui s'est passé pour Loïc Le Ribot, Beljanski, et j'en passe et j'en passe. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça va continuer cette inquisition de l'ordre des médecins, hein, mais bon.
faudra bien qu'un jour ou l'autre, certaines personnalités commencent à réagir contre ce dictat des laboratoires pharmaceutiques. Il ne faudrait pas attendre la dernière minute pour que voilà, il y a des révoltes où les gens commencent à se mobiliser contre ce dictat des laboratoires pharmaceutiques. Je sais très bien, le gouvernement nous impose son dictat pour l'instant, mais bon, il faut qu'il sache que c'est très bien d'envoyer le GIGN, les forces de police contre ces chercheurs. Il va arriver un jour ou l'autre. Hein, et puis il ne faut pas oublier une chose, la France est un pays qui est révolutionnaire. Il y a 2 siècles qu'on a eu une révolution. Même le roi n'avait rien compris à ce qui lui arrivait. Bon, comme vous le savez, cette révolution avait été déclenchée par les francs-maçons et la petite bourgeoisie de l'époque. Hein. On voulait rentrer dans une économie de marché à cette époque. Donc la monarchie les empêchait de rentrer dans cette économie de marché. Donc il fallait se débarrasser du pouvoir qui existait à cette époque. Bon là, comme je m'éloigne un peu de la thématique, je vais m'arrêter là. Hein. Bah, je vous ai fait cette vidéo pour vous dire que voilà, vous avez un autre savant maudit, hein, Jean Solomidès, à qui on a interdit de vendre ses produits. Hein. Bon, à la prochaine pour notre vidéo.